depuis 2021 en même temps que Fadel. Alors, donc, j'ai essayé de suivre en fait la commande du comité scientifique. Donc, les TDR, je pense, avaient fixé un certain nombre d'éléments sur lesquels on devait intervenir. Comme je suis un peu carré, je suis resté là-dessus. C'est moi qui n'ai pas respecté ma commande. Bon, j'ai pas dit ça. Non, mais c'était bien. Je pense que ça m'a permis, en fait, en tout cas, de mettre en exergue un peu ce que j'avais vécu, notamment lorsque j'ai été directeur à l'UGB comme directeur de l'UFR de sciences appliquées de technologie, et de revenir sur la problématique de la formation, de l'adéquation formation-emploi. Bon, quand on me parle de problématique de l'adéquation formation-emploi dans les universités, je pense au paradoxe qui a été cité, je pense le matin, le professeur Bekay en a parlé, c'est le déficit de diplômés qu'on a dans les STEM. Quand je prends l'exemple du numérique, les chiffres sont alarmants. Quand on regarde le pourcentage de postes vacants dans la fonction publique, dans les métiers du numérique, alors, on a une difficulté pour pourvoir des postes alors qu'il y a des diplômés qui chôment en même temps. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour moi, c'est parce qu'en fait, il y a un problème d'employabilité de nos diplômés. C'est qu'il y a une incompatibilité entre les produits que nous formons dans nos universités, donc aussi bien en termes de métier qu'en termes de compétences. Tout à l'heure, je pense que c'est ce que disait tout à l'heure le directeur de l'ISEP de Thiès. Les compétences, il n'y a pas que les compétences techniques. Et souvent dans nos universités, on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur les compétences techniques en oubliant les compétences transversales. Plusieurs fois, en tout cas en faisant le suivi avec les entreprises qui recrutaient nos diplômés, que ce soit en électronique, que ce soit en télécommunication, en informatique, j'ai souvent eu la remarque comme quoi vous formez d'excellents ingénieurs, vous formez de très bons étudiants, mais quand ils arrivent chez nous, ils ont du mal parfois à communiquer, ils ont du mal à travailler en groupe, etc. Parce que dans nos maquettes de formation, ce n'est pas pris en compte. Je pense qu'il y a une nouvelle donne aujourd'hui dans les universités qui est en train de prendre en charge cet aspect-là. Et il y a un autre élément sur lequel je crois que c'est le professeur Bekay qui l'a rappelé ce matin aussi, c'est qu'on a plus besoin de techniciens supérieurs que d'ingénieurs pour la plupart en tout cas des filières. Mais on forme, surtout dans les STEM, la plupart des étudiants, ils ont tendance à vouloir continuer jusqu'au master, jusqu'au doctorat. L'année dernière à l'UVS, on l'a vécu avec des étudiants qui avaient la licence et qui ont fait grève de la faim pour aller en master. Alors, les obstacles à surmonter pour, en tout cas, la professionnalisation des formations STEM, bon, le cloisonnement, je pense qu'on en a parlé depuis ce matin. Le cloisonnement, bon, j'ai dit le cloisonnement des universitaires, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un cloisonnement des deux côtés. C'est-à-dire que entre les universitaires et les industriels, le dialogue est parfois inexistant. Et j'avoue qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Moi, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a peut-être une vingtaine d'années, beaucoup d'efforts ont été faits, des deux côtés. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience des ISEP, par exemple, mais aussi avec la loi cadre qui impose au niveau des universités d'avoir un conseil d'administration avec une bonne implication du secteur industriel, il y a quand même des choses aujourd'hui qui se font et je pense qu'en tout cas, à l'avenir, il y aura beaucoup plus d'implication des industriels dans la formation. Mais un aspect évidemment qui est, à mon avis, aussi à ne pas négliger, c'est l'insuffisance des équipements pour les travaux pratiques et les expérimentations. Dans la plupart de nos laboratoires ou dans nos universités, on a quand même des difficultés parfois pour avoir les équipements nécessaires pour pouvoir faire les expérimentations dans certaines disciplines. Bon, la faiblesse du tissu économique, je pense que ça, on en a parlé aussi depuis ce matin, mais il y a un autre aspect sur lequel je crois qu'on est largement revenu aussi, c'est la faiblesse des effectifs de bacheliers scientifiques. Alors, quelles sont les pistes de solution? Parce que je pense que c'est ça peut-être qui nous amène ici. Après ce diagnostic, je crois que nous partageons tous. C'est d'abord opérer des ruptures dans la façon d'enseigner. Je pense que ça, c'est
je m'adresse à mes collègues enseignants, j'avoue que c'est beaucoup plus facile de le faire dans les nouvelles structures, dans les ISEP, parce que les ISEP sont nés dans ça. À l'UVS, moi, je n'ai pas de problème par rapport à l'innovation pédagogique parce que les enseignants qui viennent, ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'ils sont forcément dans le numérique éducatif. Ils sont obligés d'innover. Ils sont obligés de s'adapter. Par contre, peut-être ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des pratiques, il y a des habitudes qui sont là. Voilà, donc c'est pourquoi c'est beaucoup plus difficile parfois de parler d'innovation pédagogique, peut-être dans un endroit où les gens ont pendant des années travaillé sur un modèle qui est complètement différent. Former des étudiants plus entreprenants, plus autonomes, plus créatifs. On a tendance à toujours former à pouponner. Moi, je me rappelle encore, j'ai des anciens étudiants dans la salle, je pense qu'ils ne me contrediront pas. Je suis vraiment heureux de les retrouver, que ce soit Sophie, Fallou, Sarr. Comment on formait? Nous, on aimait pouponner nos étudiants, on ne leur donne pas cette possibilité de s'exprimer, de développer l'esprit de créativité. Mais c'est au fur et à mesure, avec l'expérience, qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup mieux à faire en termes de façon d'enseigner pour leur laisser beaucoup plus de temps pour créer, etc. Donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, avec les expériences comme les ISEP, mais ce qu'on a montré tout à l'heure aussi avec l'ESP, je pense que ce sont des exemples qui sont assez parlants. Rationaliser et mutualiser les équipements de laboratoire. Là, je vais parler de l'UVS. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, les équipements de laboratoire, en tout cas, qui permettent de faire les expérimentations, on ne peut pas en avoir assez par rapport à la cible que nous voulons former. Et pourtant, il y a des simulateurs qui existent. Il y a des télélaboratoires qui permettent aujourd'hui, dans la plupart des disciplines, avant de passer à la pratique, de pouvoir faire de la simulation sur ordinateur. Et ça permet de gagner du temps, ça permet d'économiser, entre guillemets aussi, et de rationaliser les équipements. Parce que l'étudiant, avant d'aller sur l'équipement, il simule sur la machine, et déjà, il apprend beaucoup de choses. Et ça réduit aussi le temps qu'il va mettre sur la machine lorsqu'il est appelé à faire des travaux pratiques. Nous, on a mis en place un service de télélaboratoire au niveau de l'UVS, qui aujourd'hui, en tout cas, de travailler sur cela. Et je pense qu'on va pouvoir aussi collaborer avec les autres, en tout cas, qui sont intéressés par cela, parce que c'est aussi, je pense, une piste, en tout cas, pour pouvoir aussi faire de l'expérimentation et mieux former nos étudiants dans certaines disciplines. L'offre de formation par rapport au bassin de recrutement, c'est vrai, on le dit souvent, on a un déficit de diplômés en STEM, mais on n'a pas assez de bacheliers scientifiques. On a 20% de bacheliers scientifiques. Comment faire? Aujourd'hui, même si on inverse la tendance, on essaie d'inverser la tendance, il faut du temps. D'ici, moi, enfin, vraiment pour ne pas être très pessimiste, mais je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, on sera peut-être dans des tendances presque similaires, ou bien en tout cas, même si ça baisse, le nombre de bacheliers littéraires ne va pas baisser considérablement dans les prochaines années. Donc, il nous faut aussi prendre en compte les bacheliers littéraires, notamment, je pense que quelqu'un en a parlé ce matin, je ne sais pas si c'est Aminata peut-être, les bacs L2. On a fait l'expérience avec les bacs L2. On les prend dans certaines filières. Mais ils s'en sortent très bien. Il suffit juste parfois, même, je pense que c'est l'UAM qui le fait. Ils font, par exemple, eux, quand ils les prennent, ils leur font une formation complémentaire quand ils arrivent pour les adapter. Bon, nous, on le fait parfois aussi, mais ce qui est intéressant en fait dans tout ça, c'est qu'à l'UVS, par exemple, le pôle sciences, technologies numériques, qui regroupe tout ce qui est formation STEM liée au métier du numérique, en 2014, c'était 10% des effectifs. Aujourd'hui, on est à 44% des effectifs de l'UVS. Sur les 55 000 étudiants, les 44% sont dans le pôle sciences, technologies et numériques. Parce que, justement, on a ouvert un certain nombre de filières à des bacheliers littéraires. Et ils s'en sortent.
au même titre que les bacheliers scientifiques. Donc, parfois, on a en fait tendance à croire qu'il n'y a que les bacheliers scientifiques qui peuvent réussir dans certaines filières, mais en fait, il suffit juste de les... Donc, je vais terminer par peut-être quelques recommandations que j'ai déjà dites en passant. La remise en question par rapport à nos méthodes pédagogiques, je pense que ça, c'est valable pour tous les universitaires. Favoriser l'auto-emploi et l'innovation. Alors, ça, peut-être la recommandation forte que je ferai, c'est qu'on ait une plateforme mutualisée en ligne pour les soft skills. Les soft skills, aujourd'hui, tout le monde en a besoin, tout le monde l'utilise. Mais la difficulté souvent que les établissements ont, c'est d'avoir accès peut-être aux bonnes ressources humaines ou bien parfois même pédagogiques. Mais qu'est-ce qui empêcherait au niveau national qu'on ait une plateforme qui regroupe tout ce qui est soft skills et qui soit accessible à tous les établissements d'enseignement supérieur. Je pense que si on arrivait à développer quelque chose comme ça permettrait en tout cas de réduire le coût et d'encourager les établissements qui n'en font pas à le faire. Promouvoir la culture scientifique et la culture numérique auprès des jeunes élèves. Donc je pense que ça, tout le monde en a déjà parlé. Mais aussi qu'on puisse produire des cours de référence dans les sciences et technologies de base et les mutualiser toujours au moyen d'une plateforme en ligne. Il y a des cours de référence. Moi, quand je vois aujourd'hui ceux qui partent à la retraite, nos doyens qui sont là et qui sont spécialistes dans certains domaines et qui partent à la retraite et qui peut-être ne vont pas laisser des contenus pédagogiques ou des ressources pédagogiques dignes de son nom. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche? Je prends juste un exemple. On prend par exemple, je sais pas, l'algèbre linéaire. Il y a peut-être... C'est un cours qui est standard, mais qui nécessite une bonne prise en charge par quelqu'un qui maîtrise l'algèbre. En tout cas, pour le destiner aux nouveaux bacheliers, par exemple. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une équipe pédagogique autour vraiment des meilleurs spécialistes du domaine, qu'ils soient retraités ou pas, et qu'on mette en place un cours autour de ça et qu'on le mette en ligne et qu'il soit accessible pour toutes les universités. Et on peut le faire dans plusieurs domaines comme ça, que ce soit l'algèbre, l'analyse, la mécanique, etc. etc. Je pense que ça aussi, c'est peut-être des options qui pourraient être envisagées. Une recommandation aussi, je pense que c'est le recteur de l'UADB qui le disait tout à l'heure. On ne peut pas confiner les universités à la formation par rapport aux besoins seuls actuels. Il faudrait aussi qu'on ait une vision prospective, anticiper sur les métiers de l'avenir. On dit souvent qu'il y a beaucoup de métiers qui aujourd'hui vont arriver, mais on ne sait pas quels sont ces métiers-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est marqué par l'avènement de la 4e révolution industrielle et qu'il y a des filières émergentes comme le cognitivisme, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, etc. Et que si on ne forme pas assez dans ces disciplines-là, ben, dans 5 ans, dans 10 ans aussi, on sera là en train de chercher des compétences dans ces disciplines, alors qu'on sait pertinemment que ces disciplines vont dominer le monde dans certaines années. Pour ne pas dire que c'est déjà le cas. Je terminerai juste en parlant d'un programme que nous avons à l'UVS et qui, quelque part, répond à un certain nombre de préoccupations que dont nous avons parlé depuis ce matin. C'est un programme que nous avons appelé Formation ouverte pour le renforcement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique et qui bénéficie du financement de la Fondation Mastercard. Nous l'avons démarré il y a à peu près 6 mois et c'est pour 6 ans avec un objectif de répondre aux défis de l'emploi des jeunes. L'ambition, c'est vraiment d'avoir une offre de formation certifiante pour former 80 000 jeunes dans les métiers du numérique et en insérer potentiellement 70 000, dont 55% de filles. Et c'est basé sur un modèle d'apprentissage innovant qui est un peu proche de ce qui se fait au niveau des ISEP. C'est une pédagogie active avec une forte participation des entreprises, aussi bien en amont, durant la formation et après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une immersion de l'étudiant dans l'entreprise. Et il y a un volet dans ce programme-là qui est lié à la promotion et à la vulgarisation des STEM, avec l'objectif d'atteindre, en termes de sensibilisation, 400 000 collégiens et lycéens pendant les
les 5 prochaines années. Donc c'est un programme aussi sur lequel nous invitons en tout cas les acteurs à participer, et je pense que c'est un programme aussi qui peut apporter des solutions à un certain nombre de problèmes que nous avons évoqués. Je vais m'arrêter là-dessus en espérant n'avoir pas dépassé le temps. Je vous remercie.